Alors, rebonjour à tous. Donc, nous allons commencer cette troisième et dernière table ronde, dont le sujet porte sur la lutte contre la récidive en matière de violence intrafamiliale. Donc, pour présenter notre table ronde, nous allons commencer au bout de table avec Monsieur Pantz, qui est chargé de mission et coordonnateur des politiques de sécurité et de prévention de la délinquance au sein de la DPJEJ, la Direction de la protection judiciaire et de l'enfance et de la jeunesse. Ensuite, Madame Mouledou, chef du service de traitement des violences conjugales et intrafamiliales au sein du Relais, un service mis en place par la province Sud. Ensuite, Madame Rio, directrice pénitentiaire d'insertion et de probation au SPIP, accompagnée de Madame Louépac, qui est conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation. Ensuite, Madame Deplan, qui est membre référente et animatrice de la FJR, la Fédération de justice restaurative, accompagnée d'un autre membre de la justice restaurative, Madame Dac. Et en dernier, pour représenter le Sénat coutumier, nous avons Monsieur le sénateur Wemavé. Donc, je vous remercie encore pour votre présence. Et je vais commencer par laisser la parole au premier intervenant, Monsieur Pantz, qui nous expliquera donc de quelle manière les politiques publiques mises en place par les collectivités contribuent à la lutte contre les violences intrafamiliales et leur récidive. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour cet espace de parole qui nous est offert sur ce sujet ô combien important. Et c'est avec humilité, en tout cas, que j'essaierai d'apporter un petit peu une vision en matière de planification et de stratégie par rapport à la lutte contre les violences intrafamiliales et leurs récidives, notamment pour la collectivité Nouvelle-Calédonie. Alors, effectivement, pour remettre un peu les choses dans leur contexte, juste préciser d'où je parle, parce que comme cela a été précisé, donc je suis depuis un peu plus d'un an, coordinateur territorial du plan de sécurité et de prévention de la délinquance au sein de la direction de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. Donc j'interviens à ce titre au nom du PTSPD, mais également de la DPJEJ, mais également au nom de la collectivité Nouvelle-Calédonie. Alors, moi, ce que je propose comme analyse aujourd'hui, c'était surtout de pouvoir évoquer cette lutte contre les violences intrafamiliales d'un point de vue de la planification et des politiques publiques. Et puis aussi rappeler que mon positionnement qui se situe aujourd'hui à la DPJEJ, ça n'a pas toujours été le cas, c'était avant rattaché auprès du secrétariat général, eh bien il n'est pas complètement neutre parce que effectivement, juste pour rappeler, c'est la direction de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. Et c'est une direction donc, qui est de compétence Nouvelle-Calédonie, c'est une direction de la Nouvelle-Calédonie, et qui prend en charge donc, tous les mineurs sous main de justice, donc par rapport au code de justice pénale des mineurs, mais également tous les jeunes qui, au titre des articles 375 du code civil, donc tout ce qui est assistance éducative auprès des jeunes aussi en difficulté. Et par rapport à cette situation au sein de la DPJEJ, ce que j'ai pu constater assez rapidement par rapport à ce positionnement institutionnel, c'est que les jeunes que l'on traite aujourd'hui dans cette direction, que ce soit au civil ou au pénal, eh bien, il y a une vraie porosité entre ces deux types de jeunes. Et on voit qu'il y a quand même un point commun, une focale finalement, c'est l'exposition de ces jeunes dans leur parcours qui les a menés là où ils sont aujourd'hui, avec ces violences intrafamiliales. Et c'est vraiment un point commun que l'on retrouve et qui peut s'expliquer dans toutes les études qu'on peut voir dans la littérature scientifique sur finalement une exposition dès le plus jeune âge à des formes de violence peut contribuer finalement à une reproduction de cette violence vis-à-vis des autres, mais également vis-à-vis de soi-même. Donc c'est quand même important de pouvoir rappeler ça. Et aujourd'hui, mon double positionnement donc, au sein de la DPJEJ et puis cette coordination que j'assure au niveau du PTSPD, eh bien, on retrouve le même constat. Et ce qui est proposé, en tout cas dans le PTSPD, c'est de pouvoir avoir une vision plutôt préventive par rapport à cette exposition dont sont victimes nos publics cibles, dès le plus jeune âge, même dès la période fétale, où on sait bien qu'une violence peut avoir des répercussions après de ce type post-traumatique sur le développement de l'enfant.
Par rapport au PTSPD, alors juste pour rappeler très rapidement, c'est donc le plan territorial de sécurité et de prévention de la délinquance. C'est le premier plan qui a été adopté par la Nouvelle-Calédonie en la matière en 2018. Il est représentatif aussi spécifiquement sur les violences intrafamiliales d'une prise de conscience aussi de la collectivité Nouvelle-Calédonie en 2018 qui a été rejoint l'année suivante par le Grenelle contre les violences faites aux femmes. Et donc c'est dans ce plan qui comporte 139 actions qui devait se terminer en 2022, eh bien donc on m'a missionné en tout cas sur ce plan pour pouvoir conduire une évaluation, un bilan de ce qui avait été fait en la matière. Et parmi ces 139 actions, il y a également tout un volet qui s'attaque, en tout cas qui essaye de répondre aux problématiques en matière de violence conjugale ou violence intrafamiliale. Donc le bilan qu'on a pu mener en la matière, qui a été présenté à la collégialité du gouvernement, eh bien c'est aussi rappeler certains chiffres. Alors je pense que ça a déjà dû être dit dans les tables rondes précédentes, mais c'est quand même bien de le rappeler, c'est que effectivement le projet du plan territorial, c'était de faire baisser la délinquance. Et en la matière, alors on a des chiffres un petit peu qui sont difficiles à analyser en la matière, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que les chiffres en matière de violence conjugale et intrafamiliale n'ont cessé d'augmenter depuis le début du plan. Donc ce qui veut dire, on peut l'analyser de deux manières. D'une manière que finalement, eh bien, on a échoué finalement à répondre à cette volonté de baisse de ces violences-là, mais également, ça peut également refléter, et je pense que ça a dû être dit auparavant, une forme de libération de la parole, ou peut-être une forme d'efficacité aussi des différentes mesures qui ont été prises par le plan territorial et ensuite par le Grenelle des violences faites aux femmes. Donc c'est quand même important de pouvoir rappeler finalement que, eh bien, effectivement, il y a une planification qui a été mise en place, une conscientisation d'une certaine manière des collectivités publiques. Alors moi, je m'exprime au nom de la Nouvelle-Calédonie, mais je pense que les autres collectivités s'exprimeront aussi pour leur paroisse d'une certaine manière. Mais c'est important aussi de pouvoir finalement articuler et conjuguer, rationaliser aussi d'une certaine manière les différentes politiques publiques qu'on se situe au niveau de la Nouvelle-Calédonie ou au niveau provincial. Ensuite, ce qu'on peut dire également, donc pour revenir un petit peu sur ce plan territorial, alors je vous ferai grâce évidemment de vous lister les 139 actions du plan, mais au moins rappeler peut-être quelques actions un petit peu symboliques de ce plan, donc qui est dans une phase maintenant où on doit discuter, travailler dans des ateliers de travail pour les prochaines orientations stratégiques de ce plan. Donc forcément, il faudra, dans le cadre de ce plan, pouvoir travailler aussi sur comment on intègre de nouvelles propositions ou faire continuer en tout cas les propositions précédentes en matière de lutte contre les violences intrafamiliales. Donc tout reste à faire encore. Et en tout cas, le PTSPD et plus globalement la DPJEJ aura à cœur de pouvoir mettre la plupart des acteurs autour de la table pour pouvoir travailler sur une planification sur l'ensemble des thématiques de la prévention de la délinquance. Et le sujet, il est quand même assez important. Donc quelques actions peut-être par rapport à ce PTSPD. On peut parler par exemple de l'enquête cadre de vie et sécurité qui a été menée par l'ISE, qui a été prévue aussi au sein de ce PTSPD. On subventionne également différentes structures telles que l'ADAVI, la Croix-Rouge, SOS Écoute. Donc c'est également des dispositifs qui sont ancrés aujourd'hui au sein du PTSPD et qui ont vocation à aussi s'ancrer dans le temps. Alors est-ce que ça sera sous la forme du PTSPD ou d'une autre forme de planification ? Ça sera aussi à discuter dans les prochaines orientations stratégiques que l'on prendra. Juste également rappeler quelques actions assez importantes. Peut-être que ça a été évoqué, mais on met en place au niveau de la DPJEJ, en tout cas on subventionne des modules de responsabilité parentale en alternative aux poursuites. Donc ça se situe au niveau de la province Sud. Il y a eu aussi une volonté de l'inscrire au budget l'année dernière pour la province Nord, donc ça a vocation aussi à s'installer sur un point de vue territorial. Donc c'est une subvention annuelle qui soutient cette action pour constituer finalement une alternative aux poursuites judiciaires. Également, un autre exemple du rôle du PTSPD et de son influence aujourd'hui dans les politiques publiques de la Nouvelle-Calédonie, c'est aussi la mise en œuvre des stages peines.
qui sont mis en place depuis 2022. Alors, 6 personnes en ont bénéficié. La prochaine session devrait avoir lieu donc en août. Mais globalement, toutes les personnes qui sont convoquées par ces stages peine, qui se font donc finalement dans le cadre d'aménagement de peine, eh bien ça, c'est des personnes qui sont convoquées dans le cadre des violences intrafamiliales. Donc, je ne vais pas vous faire la liste de ces différentes actions, mais pour également avoir posé une réflexion aussi sur la nécessité d'avoir une réflexion en matière de comment on intègre finalement cette lutte contre les violences intrafamiliales et conjugales au sein des politiques publiques. Et je crois que dans la situation actuelle où on est tous contraints et soumis à des formes de restrictions budgétaires, je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de pouvoir rationaliser, articuler les différentes initiatives entre les différentes collectivités pour pouvoir avoir beaucoup plus d'efficacité aussi en la matière. Et en tout cas, c'est un appel du pied pour en tout cas les prochaines décisions qui seront menées. Mais globalement, effectivement, nous, dans notre approche de la prise en charge de cette jeunesse en difficulté, la lutte contre les violences intrafamiliales est vraiment une part à part entière pour pouvoir faire en sorte qu'on ait une jeunesse qui ne reproduise pas systématiquement les violences auxquelles elle a été confrontée. Je vous remercie. Merci Monsieur Pons pour votre présentation. Est-ce que d'autres intervenants veulent évoquer également la récidive chez les jeunes, peut-être dans leur secteur? Oui, effectivement, peut-être de l'impact de ce plan de sécurité, de prévention de délinquance qui a effectivement, comme rappelé Monsieur Pence, baisser la récidive. Nous allons donc passer à l'intervention de Madame Mouledou, donc qui nous présentera en quelques mots le seul dispositif qui existe sur le territoire en matière de traitement des violences conjugales et intrafamiliales, donc le relais. Quels sont les dispositifs concrets donc mis en place sur la lutte contre la récidive? Donc, le service de traitement des violences conjugales était auparavant une association et est devenu un service de la province sud en 2007. L'objectif, c'était de professionnaliser justement l'équipe pluridisciplinaire. Donc aujourd'hui, l'équipe se compose donc de 3 travailleurs sociaux, de 2 psychologues, dont une à plein temps, une à mi-temps, et de 3 thérapeutes, sophrologues, art-thérapeutes et hypnothérapeutes. Nous avons également un juriste qui intervient une demi-journée par semaine. Donc au niveau de notre service, notre mission principale, c'est d'avant tout d'accueillir et d'accompagner toutes les victimes et les auteurs de violences conjugales. Effectivement, comme vous venez de le dire, nous sommes le seul service sur le territoire qui accompagne aussi bien les victimes que les auteurs, et le seul service qui accompagne de toute manière les auteurs dans une prise en charge pluridisciplinaire. Donc au niveau des chiffres du relais, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, les chiffres augmentent d'année en année. Nous nous rendons compte au niveau du service que chaque année, nous recevons à peu près 380 nouvelles situations qui ne sont pas connues de notre service en fait depuis la création de l'association. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la prise en charge des auteurs est de plus en plus reconnue. C'est-à-dire qu'en 2021, nous recevions à peu près 60% de victimes et 40% d'auteurs. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 50-50. Ce qui montre effectivement que la prise en charge des auteurs a toute son importance, puisque aussi bien les victimes que les auteurs sont 2 personnes en souffrance qu'il faut pouvoir accompagner. Comme on le disait tout à l'heure, ce sont des personnes, les auteurs sont des personnes qui justement rencontrent des blessures, des difficultés liées à leur histoire de vie, liées peut-être à une carence. Il y a différentes blessures en fait qui peuvent apparaître, mais peut-être liées à une carence éducative, une carence émotionnelle, justement des situations de violence intrafamiliale subies durant leur jeunesse, voire même des traumatismes, et que ces personnes, à l'âge adulte, effectivement, se retrouvent démunies par rapport à la gestion, par exemple, des émotions et les stéréotypes ou les idées reçues qui ont pu être véhiculées justement tout au long de leur vie. Donc au niveau de la prise en charge du relais, les personnes qui se présentent chez nous sont reçues systématiquement par un travailleur social.
L'objectif, c'est d'abord, comme on le disait sur la table ronde numéro 1, c'est de prendre conscience, effectivement, qu'on est dans une situation de violence. On a pu, alors je vais spécifier l'accompagnement prise en charge auteur, mais la prise en charge victime est à peu près similaire. La première chose qui sera faite dans cette partie éducative par les travailleurs sociaux sera justement la prise de conscience. Prise de conscience du statut d'auteur dans lequel la personne se trouve et prise de conscience des différents types de violences qu'elle peut commettre. On a une banalisation aujourd'hui des différents types de violences, qu'on a pu le dire tout à l'heure. Le type de violence, par exemple, le type de violence psychologique, administrative, économique, voire même verbale, sont énormément banalisées sur le territoire. Donc on va travailler justement sur cette partie-là. On va également travailler la prise de conscience du cycle de la violence. Prise de conscience du cycle de la violence qui permet à un moment donné à l'auteur de prendre conscience que la première phase de tension, c'est là où l'on peut le travailler avec cette personne, avec l'auteur, sur qu'est-ce que je peux mettre en place comme stratégie d'évitement pour éviter le passage à l'acte. Donc on va travailler justement toute cette réflexion du passage à l'acte. On va détricoter, si vous voulez, on va prendre sur un exemple concret d'un passage à l'acte, et on va détricoter avec l'auteur ce qui l'a amené à passer à l'acte. C'est-à-dire, est-ce que ça a été à un moment donné quelque chose que la victime a pu lui dire et qui l'a fait dégoupiller en fait à un moment donné dans la situation, dans le contexte. Donc cette prise en charge, elle va être également, elle va prendre en compte aussi les conséquences des violences commises sur les victimes, mais également sur les co-victimes, les enfants. Aujourd'hui, pour ça je rejoins en fait la DPJJ aussi à ce niveau-là. Si on n'accompagne pas les enfants co-victimes qui vivent justement un contexte de violence conjugale, qui vivent dans ce contexte de violence conjugale ou intrafamiliale, effectivement, ces jeunes enfants seront les adultes de demain. Et ces adultes de demain ne seront pas en capacité en fait de gérer leurs émotions, ne seront pas en capacité de comprendre quelle est en fait la limite à ne pas dépasser, quel est le cadre légal finalement à ne pas dépasser. Donc toute cette prise en charge, elle est effectuée par les travailleurs sociaux du relais. On va travailler également l'intérêt de la plainte sur la partie effectivement victime, mais aussi sur la partie auteur. On va travailler également tout ce qui est gestion des émotions. Donc on va aborder durant les entretiens la gestion des émotions en lien avec les besoins, et on va encourager à la communication non violente. La partie effectivement du travailleur social, c'est aussi permettre à l'auteur de faire du lien entre son histoire de vie et les actes qui ont été posés aujourd'hui. Donc l'histoire de vie, donc ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de détricoter l'histoire va permettre à l'auteur effectivement de comprendre que ce qu'il a vécu, ou les traumatismes qu'il a vécu, ou les souffrances qu'il a vécues durant sa jeunesse, peuvent justement être travaillées. Et cette partie-là, cette reconstruction-là, elle se fera au niveau du pôle thérapeutique, donc composé avec les psychologues et les autres thérapeutes. Donc cette orientation vers les thérapeutes, elle se fait uniquement sur demande. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de demande thérapeutique, aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt en fait d'orienter les auteurs si il n'y a aucune demande thérapeutique, il n'y a aucun lien qui est fait avec son histoire. Donc nous, c'est tout le travail que l'on va mener au relais, c'est aider ces auteurs à prendre conscience de toute cette partie. Au niveau thérapeutique, donc le sophrologue va accompagner en fait les auteurs ou même les victimes à la gestion des émotions, l'hypnothérapeute à comprendre, à visualiser et à pouvoir, je mets entre guillemets, à dégager en fait les émotions négatives ou le traumatisme que la personne a pu vivre. Et l'art thérapeute va permettre aux personnes de pouvoir verbaliser des choses inconscientes pour permettre de mettre des mots sur les souffrances qu'elles peuvent vivre. Au niveau donc du juriste, la prise en charge du juriste permet effectivement aux auteurs de ce que disaient en fait un petit peu les avocates tout à l'heure, de connaître les droits effectivement des auteurs par rapport à l'autorité parentale, par rapport aux conséquences
judiciaires qui peuvent être encourus suite aux faits de violence. Et le juriste peut donc informer, mais réorienter vers les avocats nécessaires. Donc, au niveau donc, des dispositifs spécifiques, donc, on a 2 dispositifs spécifiques aux auteurs au niveau du relais. Donc, on a des groupes de parole qui sont donc des groupes de parole auteurs qui sont animés par les 2 psychologues du relais, et la majorité des auteurs qui participent à ces groupes de parole sont sous obligation de soins. Donc, alors, le petit rappel aussi par rapport aux orientations d'auteurs, on a une majorité en fait d'auteurs qui se présentent au relais, 70% qui sont orientés justement par la justice et les forces de l'ordre. Donc, on a quand même 30% d'auteurs qui viennent de manière spontanée, volontairement, pour être accompagnés justement dans cette prise en charge. Au niveau du groupe de parole, il se réalise donc le jeudi soir, tous les 15 jours. Et l'objectif, c'est un petit peu justement de faire prendre conscience des différents types de violences, travailler la jalousie, travailler justement le passage à l'acte, la gestion des émotions, tout ce qu'on peut voir, si vous voulez, au niveau individuel, au suivi individuel, cette prise en charge est travaillée en collectif. Le collectif est intéressant puisque ça permet aux auteurs d'avoir un effet miroir, si vous voulez, sur ce que les autres peuvent amener durant ces groupes de parole. Nous avons également les stages de responsabilisation qui ont été donc évoqués par Monsieur Dupas, le procureur. Ce stage de responsabilisation, il a été réalisé à la demande donc de la justice pour les auteurs qui ont commis des faits de violence ayant entraîné une TT, une interruption temporaire de travail inférieure à 8 jours. Alors, on reçoit donc des primo-délinquants, nous recevons également des récidivistes. Donc ce stage de responsabilisation, il se déroule sur 2 jours, moyennant une participation de 7 500 francs. Donc cette participation est due donc, à la province, et le stage de responsabilisation est animé donc, c'est une équipe, c'est une co-animation psycho-éduc, qui permet donc, durant ces 2 jours, d'aborder tout ce que j'ai pu vous dire en entretien individuel. C'est-à-dire, l'objectif, déjà dans un premier temps de ce stage, c'est d'amener la personne à prendre conscience des violences qui ont été commises, mais d'éviter la récidive. Donc ce stage qui se déroule sur 2 jours, nous aurons en fait différents modules qui seront présentés, tels que les différents types de violences, la plainte, le cycle de la violence. Nous allons aborder aussi la gestion des émotions. Nous allons aborder aussi les stéréotypes et les idées reçues. Nous allons également aborder durant ce stage les conséquences sur les victimes et sur les enfants co-victimes, et les blessures, l'origine des violences, les blessures justement d'enfance, blessures d'abandon, blessures de rejet, les blessures en lien avec des violences intrafamiliales subies. Nous avons également l'intervention de la justice sur la partie cadre légal qui permet aux auteurs de prendre conscience des conséquences en cas de récidive. L'objectif de ce stage, c'est vraiment d'aider les personnes à sortir de ce contexte de violence. À l'issue de ce stage, nous proposons systématiquement aux auteurs qui se présentent un suivi individuel, s'ils le souhaitent. C'est sur la base du volontariat. En amont du stage, nous proposons également un suivi individuel, à savoir que aujourd'hui, nous avons un délai d'attente en fait, de 4 mois pour les inscriptions au stage. C'est pourquoi nous proposons ce suivi individuel en amont du stage pour permettre aux auteurs une prise en charge et ne pas les laisser seuls en fait, face à cette situation. Alors, pour remettre un peu à jour aussi au niveau des chiffres des stages, alors, Monsieur le procureur, vous avez signifié 600 orientations depuis la mise en place du stage. Aujourd'hui, nous sommes à 760. Donc 760 orientations, donc c'est les chiffres qui datent d'hier, 760 orientations d'auteurs, dont 306 ont déjà pu participer au stage, et donc 127 sont en attente d'inscription, donc d'ici le mois d'octobre. Donc les prochaines sessions de disponibles sont à partir du mois d'octobre.
Donc on reçoit également des personnes, pour les inscriptions sur les stages, on reçoit systématiquement les personnes en amont dans un entretien de 15-30 minutes pour leur expliquer à un moment donné les modalités du stage et essayer de les aider à prendre conscience de pourquoi ils ont été orientés. La majorité, une grande partie, savent pourquoi ils ont été orientés, donc pour des violences commises sur leur conjointe, mais nous rendons compte effectivement dans ces primos entretiens qu'une partie banalisée ne comprend pas en fait pourquoi ils ont été orientés en stage. Donc là, durant cet entretien, ce primo-entretien, cela nous permet de reposer les choses et de rappeler le cadre légal des violences conjugales. Donc voilà au niveau des dispositifs du relais. Merci Madame Mouledou pour ce descriptif de l'ensemble des dispositifs pour la prise en charge des victimes et surtout des auteurs. Le travail de réflexion que vous faites donc au sein du relais également peut se faire par des mesures d'accompagnement par le SPIP. Donc je laisse Mesdames Rio et Mesdames Louis-Pac entamer les différents dispositifs qu'elles proposent et surtout est-ce qu'ils sont efficaces. Merci. Merci beaucoup. Donc effectivement, on représente le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Je vais réexpliquer un tout petit peu ce que c'est et le replacer puisque tout le monde ne connaît peut-être pas. C'est un service à compétence départementale qui est rattaché au ministère de la Justice dans sa branche administration pénitentiaire. Pour la Nouvelle-Calédonie, c'est un service qui intervient sur 2 antennes, à la fois en province nord au niveau de Koné, à la fois en milieu ouvert et dans le tout récent centre de détention de Koné, et en province sud à Nouméa, à la fois en milieu ouvert et au centre pénitentiaire de Nouméa. C'est un service qui compte à peu près 60 personnels, dont un peu plus de 35 conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, comme Ingrid qui est à côté de moi et qui pourra vous préciser un petit peu plus en détail le quotidien du travail d'un CPIP. La mission principale du SPIP, c'est la prévention de la récidive. Donc on est vraiment au cœur ici du dispositif. La spécificité pour le SPIP, c'est qu'on intervient en bout de chaîne pénale, à la toute fin de l'exécution, au moment de l'exécution de la peine, une fois que toute la phase d'enquête et que la décision judiciaire est tombée, nous prenons en charge les auteurs uniquement majeurs pour le SPIP, qu'ils soient hommes ou femmes, et donc on prend en charge uniquement les personnes sous mandat judiciaire. Il faut forcément qu'il y ait eu une condamnation, quelle qu'elle soit, pour que nous prenions en charge les auteurs. Comme le prévoit le Code de procédure pénale, on a tout un éventail de mesures que nous prenons en charge en fonction de ce qui aura été prononcé par la juridiction. Ça peut aller du présententiel, donc du contrôle judiciaire, en passant par l'assignation à résidence sous surveillance électronique. C'est une forme de bracelet électronique qui existe avant la condamnation, qui est peu développée, mais qui aura tendance, je pense, à se développer progressivement. Et en post-sententiel, nous prenons en charge des personnes condamnées à des sursis probatoires. Donc c'est la mesure phare en matière de probation et qui constitue, en tout cas en milieu ouvert, la majeure partie de nos prises en charge. On a également le travail d'intérêt général, qui est une peine également qui a tendance à se développer et qui se développera encore. La surveillance électronique, qu'on appelle la DDSE, la détention à domicile sous surveillance électronique. Et on a également des mesures de libération conditionnelle, de placement extérieur. Et bien sûr, nous prenons en charge les personnes incarcérées à une peine d'emprisonnement. Je vais développer un petit peu plus concrètement sur nos méthodes d'intervention qui sont aujourd'hui basées en réalité sur les résultats des recherches scientifiques internationales et qui nous ont orientés progressivement vers la réalisation d'évaluations. C'est-à-dire que toute personne que l'on prend en charge, tout auteur que l'on prend en charge, quel que soit le type de mesure auquel il a été condamné, fera l'objet d'une prise en charge par un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation et fera l'objet d'une évaluation. Les modèles d'évaluation sont basés en fait sur des recherches internationales, notamment anglo-saxonnes, qui ont développé des outils et nous ont aiguillés vers des évaluations qu'on appelle structurées,
sur la base d'un certain nombre de facteurs de risque dynamiques de récidive, sur la base également d'un certain nombre de facteurs de protection qu'on va aller chercher à identifier chez la personne, sur la base également de sa réceptivité. Et en fonction de cette évaluation structurée et des outils qu'on aura pu utiliser, le conseiller pénitentiaire, en bout de course, va élaborer un plan d'accompagnement en tenant compte de ces différents éléments et en lien avec la personne, puisque tout ça se fait bien sûr dans une approche collaborative. L'idée étant que plus l'auteur adhérera à l'évaluation qui aura été réalisée et au plan d'accompagnement qu'on lui propose, plus on aura de chances qu'il investisse concrètement la prise en charge et qu'on arrive à l'amener progressivement vers une réduction du risque de récidive. Et donc, une fois qu'on a défini ce plan d'accompagnement, on va également définir par quelle modalité on va le prendre en charge. Et là, s'offre à nous tout un tas de possibilités. On a bien sûr la prise en charge individuelle, qui est réalisée par les CPIP. On a également différents types de modalités de prise en charge en collectif, et là, qui sont à la fois animés par les CPIP, donc par nos personnels, mais c'est là également qu'on va faire appel à l'ensemble de notre réseau partenarial, qui vont pouvoir venir soit intervenir directement au SPIP ou au centre pénitentiaire, soit on va adresser les auteurs et les personnes prises en charge vers les partenaires pour adapter une prise en charge et une évaluation spécifique également de leur côté. C'est vraiment important de le souligner parce que autant nous, on peut procéder à cette évaluation et à la réalisation de ce plan d'accompagnement, autant tout seul, on n'arriverait pas à aller jusqu'au bout de ce qu'on voudrait faire. Et c'est là notamment qu'on fait appel au relais, en particulier sur les violences intrafamiliales. On a également des liens avec les structures hospitalières pour tout ce qui est prise en charge des addictions, puisqu'elles sont loin d'être étrangères, comme l'a rappelé Monsieur le procureur de la République, aux violences intrafamiliales. Donc on oriente également beaucoup vers les prises en charge en addictologie. On est en train de tester un nouveau dispositif qui est expérimental, qui s'appelle le label qualité, et qui fait intervenir 2 associations, la Croix-Rouge et Active, qui interviennent à la fois en milieu ouvert et au centre pénitentiaire, également à Koné, et qui nous propose en fait tout un tas d'actions et de stages adaptés aux personnes condamnées, en partie aux personnes condamnées aux violences intrafamiliales, et qui travaillent notamment sur ce qui a été évoqué tout à l'heure, à savoir la gestion des émotions, les biais cognitifs, les valeurs et stéréotypes de genre. Donc tout ça est travaillé à la fois en interne par les CPIP, à la fois par les partenaires auxquels on fait appel pour mettre en place des dispositifs. Je vais laisser la parole à Ingrid pour détailler un petit peu plus dans le concret ce qui est travaillé au cœur des entretiens et des dispositifs collectifs qui sont animés par les CPIP. C'est possible d'axer sur 2 méthodes vraiment concrètes pour la suite, s'il vous plaît. Merci. Alors, bonjour, je vais essayer d'être le plus bref possible. Alors, en fait, comme elle disait ma chef d'antenne tout à l'heure, nous, on arrive en bout de chaîne. Donc, en fait, l'idée, c'est que on va axer la prise en charge par rapport à... Du coup, quand la condamnation a été prononcée. Et l'idée, c'est de faire que la personne condamnée investisse son parcours d'exécution de peine. Donc, en fait, qu'ils comprennent le sens de sa peine. Donc, ça, c'est la première chose. On note aussi, et je vais le dire maintenant, que le temps de la condamnation ne correspond pas toujours au temps du changement de la personne. Et ça, c'est quelque chose dont on doit se soucier, puisque, comme on disait tout à l'heure, sur les évaluations collaboratives, pour que la personne puisse adhérer, il faut qu'elle comprenne d'abord le sens de sa peine. Donc en fait, tout à l'heure, on a parlé du cheminement de la victime pour se constituer, du coup, pour reconnaître son statut de victime. Nous, on a le cheminement inverse sur un auteur de violence conjugale, de reconnaître sa posture d'auteur de violence conjugale ou de violence intrafamiliale. Donc ça, c'est encore un autre cheminement, et ça fait partie justement de sa compréhension du sens de sa peine. Alors,
Nous, on est on essaie d'être le plus concret possible. Donc, en fait, je vais partir sur un outil. Merci. Alors, en fait, on a plusieurs outils. En fait, on se base sur des théories cognitivo-comportementales, hein. Donc, on part du principe que si on modifie la façon de penser, on va modifier, en fait, le comportement, notre comportement. Donc, on va être très terre à terre avec ça. Donc, on a, par exemple, un outil, parce qu'on ne peut pas le faire passer, mais ça s'appelle le modèle de la chaîne délictuelle. Donc en fait, je rejoins ce que disait donc le travail de relais tout à l'heure, que disait Cyrielle, Madame Olé-Douce. En fait, on décortique en fait le passage à l'acte, tous les facteurs qui vont se mettre en place pour pouvoir, juste avant le passage à l'acte, avant de passer en tout cas au passage à l'acte, pardon. Et donc, du coup, donc, on disait ce travail d'investigation a pour vocation de décortiquer de manière précise le passage à l'acte en mettant en lumière l'enchaînement des différentes actions, en rattachant au maximum aux sentiments et aux émotions. Ça rejoint toujours les panels de prise en charge sur la gestion des émotions, c'est pour ça qu'on axe sur ça. Donc, en fait, je vais donner par exemple... Alors, concrètement, on est sur des prises en charge collectives et individuelles. On essaye de plus possible de mettre en place des charges collectives parce qu'on sait très bien que la dynamique de groupe marche plus, du coup, marche mieux que la prise en charge individuelle. Donc ça, c'est des choses à travailler quand on peut. Donc en fait, on travaille avec la personne, tous les facteurs qui vont arriver pour arriver au passage à l'acte. On décortique avec lui chaque instant, à travers les émotions, qu'est-ce qu'il a ressenti au moment où il va rentrer dans une maison pour voler quelque chose, pourquoi il l'a fait, les motivations. Donc on va partir sur des choses comme ça. Moi, je voulais être pour rester très très concrète, on parle par exemple de distorsion cognitive. Pour rejoindre ma pensée de tout à l'heure sur le fait de modifier des façons de travailler, modifier des façons de penser. Donc on a des prises en charge collectives où dans les modules s'intitule « Penser autrement ». Sur les distorsions cognitives, il y a par exemple des pensées automatiques. Bon, je vais énoncer un exemple très simple. C'est une personne est dans un magasin, il y a deux filles qui rentrent, elles sont en train de raconter une histoire et elles ricanent. La première situation, c'est que la pensée automatique, c'est les deux sont en train de parler sur moi. C'est sûr, ils sont en train de parler sur moi. Voilà. Du coup, si jamais le magasin est étroit et qu'à un moment donné, on va se frotter un peu l'épaule un peu méchamment parce que voilà, on a esquivé un rayon. Là, on sent qu'il peut y avoir une situation problématique qui va arriver justement parce que la pensée de départ, c'était que les deux filles, elles parlent de moi. Voilà, c'est ça. Et du coup, si on travaille avec la personne, essayer de travailler sur la pensée pour penser positive, pour arriver sur quelque chose des pensées, ce qu'on appelle des pensées prosociales, d'autres façons de penser. Du coup, on pourrait penser que les filles, elles sont joyeuses aujourd'hui et elles passent une bonne journée, elles ont l'air d'être contentes de se retrouver. Et là, au moment où on va se coller un peu dans le rayon, on va avoir un autre comportement. Voilà, très concrètement, c'est ça qu'on travaille. Alors, j'ai préféré directement aller aux illustrations, comme ça c'est clair. Je voulais terminer aussi par le fait que, toujours pareil sur les théories cognitivo-comportementales, agir sur la façon de penser de la personne pour pouvoir modifier le comportement. C'est par exemple, et je vais terminer avec ça, nous on est parti sur un cas de Maria et José. Donc ils habitent à Pierre-Lanquette. José, il travaille dans le bâtiment, il rentre le soir. Maria n'a pas fait à manger, il n'y a plus de sous, elle a tout joué au bingo. Il va y avoir de la violence conjugale. Quels sont tous les facteurs qui ont fait qu'on est arrivé au passage délictuel? Qu'est-ce qui aurait pu faire qu'on évite le passage à l'acte? Qu'est-ce qui fait qu'on se protège de ça? C'est quoi les warnings qui se mettent en place quand je vais rentrer dans la maison, dans la façon dont je vais demander, ne serait-ce que où est le repas?
Voilà, c'est ça aussi. Donc, comment je considère mes enfants dans la maison? Est-ce que c'est important pour moi que mes enfants... Est-ce que je vais faire là, me mettre à crier ou à insulter ma femme devant mes enfants? Voilà, c'est très très concret comme démarche et comme chose qu'on essaie de mettre en place avec eux, justement, à la base des théories anglo-saxonnes, particulièrement qui viennent du Canada, qui ont très bien marché sur les théories cognitivo-comportementales. Voilà pour moi. Merci Madame Louépac. C'est vrai que sur ce travail de croyance, c'est un travail de longue haleine. Donc nous allons voir maintenant de quelle manière la justice restaurative, en tout cas, va avoir un impact positif sur les récidivistes, du moins les auteurs de violences intrafamiliales. Merci. Merci. Bonjour à tous. Alors déjà, la Fédération de la justice restaurative, pour présenter ce que c'est, elle existe depuis 2019, voilà. Et à l'intérieur de la fédération, il y a des membres bénévoles qui ont été formés par un professeur en criminologie. Nous sommes tous bénévoles et il y a eu 2 formations de fait en 2016 et en 2019 concernant la médiation et l'animation. Alors, moi, je suis dans l'animation. Je vais pouvoir en parler un petit peu et je laisserai ensuite Margaret qui, elle, est dans la médiation. Voilà. En Calédonie, il n'y a pas encore eu d'animation. Alors, qu'est-ce que c'est que la justice restaurative? C'est permettre aussi aux auteurs et victimes de se rencontrer. Voilà. C'est inscrit dans la loi depuis le 15 août 2014, voilà, où les personnes formées vont préparer individuellement les auteurs ou les victimes à se rencontrer. Ça prend du temps. Alors, excusez-moi, parce qu'en fait, je ne suis pas dans la fédération depuis très, très longtemps, on va dire. Les objectifs pour les auteurs et pour les victimes, c'est d'aller vers une réparation, vers une reconstruction individuelle. C'est un processus où ils ne sont pas obligés d'aller jusqu'au bout. Voilà. Donc c'est soit à la demande de l'auteur ou soit à la demande de la victime d'avoir recours à ces mesures. Voilà. À tous les stades de la procédure. Voilà. On va essayer de faire à la fin de l'année une animation, on est en train de la préparer. Ce qu'il y a dans les animations, il faut 4 auteurs qui doivent rencontrer 4 victimes et qui sont liés, qui sont pas liés dans la même affaire, mais par exemple jacking, ils seront liés par le même acte, voilà. Et la médiation, elle permet à un auteur et une victime de la même affaire de se rencontrer. Et ils se rencontrent en une seule fois, tandis que l'animation, ils se rencontrent en plusieurs séances. Voilà. En Calédonie, on a fait 2 médiations, mais là, Margaret, elle va peut-être pouvoir mieux compléter, en fait. On en a fait une l'année dernière, une médiation, et je ne sais pas s'il y a eu une autre médiation bien avant. Oui, bonjour à tous. Merci du coup pour l'accueil. Je vais prendre le relais de Christelle justement concernant l'animation en fait des rencontres restauratives. Alors juste un petit rappel sur les origines en fait de la justice restaurative. C'est la redécouverte de pratiques ancestrales, traditionnelles, de régulation des conflits, qui ont été revisitées à la lumière des droits de l'homme et des principes fondamentaux de la justice criminelle. En 1970, au Canada, les peuples autochtones ont revendiqué en fait, le droit à réhabiliter certaines pratiques de régulation de leur justice traditionnelle. Et effectivement, en France, en 2014,
grâce à la loi du 15 août 2014, on peut proposer, en fait, à tous les stades de la procédure pénale, des rencontres restauratives. Alors, sur le territoire, en Nouvelle-Calédonie, nous avons été formés sur des rencontres, 2 types de rencontres. C'est des rencontres essentiellement post-sententielles. Premièrement, la rencontre détenu-victime ou rencontre condamné-victime. Alors ça, c'est des rencontres de substitution, des rencontres en groupe qui concernent 2 à 4 auteurs, 2 à 4 victimes, 2 animateurs et 2 membres de la communauté, enfin des personnes qui représentent, qui sont témoins de la société. Elle consiste en fait en 6 séances d'environ 3 heures et c'est des espaces de parole effectivement où chacun va pouvoir un petit peu déposer sur les répercussions de l'infraction et sur les conséquences, prendre conscience en fait pour les auteurs des conséquences des actes commis. Pour l'autre type de rencontre restaurative que l'on propose en Calédonie, en fait, c'est la médiation restaurative. Là, il s'agit d'une rencontre directe, en fait. La victime d'une infraction va rencontrer l'auteur de cette infraction. Et c'est une rencontre, en fait, unique qui a lieu ou pas, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même des principes fondamentaux en fait qui régissent les préalables en fait à la rencontre restaurative. Il n'y a vraiment aucune obligation. Il faut que les personnes elles soient consentantes, elles soient désireuses en fait de participer. Deuxièmement, il y a aussi effectivement du côté de l'auteur la reconnaissance des faits. Il faut absolument pas que la personne soit dans le déni. Donc il ne s'agit pas ici de revictimiser la victime. C'est vraiment un cheminement personnel. Donc ça s'évalue en fait lors de tout le process en fait préalable aux rencontres restauratives. Donc on évalue effectivement la faisabilité des rencontres, mais également aussi quel type de rencontre on va pouvoir proposer aux personnes qui sont demandeuses. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu un petit peu à la question, mais pour compléter, et là je pars sur autre chose, pour vraiment expliciter ce que c'est la justice restaurative, la justice restaurative, elle vient en complément en fait de la justice pénale. Elle va proposer en fait un espace de parole inédit où effectivement lors du procès pénal, ça a souvent été répété lors des tables rondes 1 et 2, les victimes n'ont pas forcément en fait le temps, l'opportunité ou même les moyens en fait d'exprimer ce qu'elles ont ressenti lors de l'infraction, lors de l'acte. Et effectivement, cet espace de parole qui est proposé par la justice restaurative, elle va permettre en fait à la victime de pouvoir déposer les questions du comment, du pourquoi, et finalement les répercussions qui sont les siennes en fait au quotidien, c'est-à-dire tous les dommages psychologiques, sociaux. Enfin voilà, c'est vraiment cet espace-là qui est offert et qui ne peut pas être proposé en fait lors du procès pénal. C'est une philosophie, la justice restaurative humaniste, englobante, qui conduit en fait à dynamiser les fonctions traditionnelles de la peine. C'est pour ça que je disais qu'effectivement ça vient en complémentarité de la justice pénale. Voilà, après... On va peut-être continuer plus tard dans les échanges pour approfondir le processus de justice restaurative. Et pour finir, donnons la parole à monsieur Rouimavé, représentant du Sénat coutumier, donc pour nous parler effectivement de la lutte contre la récidive en milieu coutumier. Voilà, en 5 minutes si possible, pour ensuite entamer enfin l'échange avec le public pour enrichir les débats. Merci. Merci. Bonjour monsieur le procureur, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs qui êtes présents. Pour le Sénat coutumier, voilà, c'est un travail que depuis 2020 que je suis au Sénat coutumier, on a mis en place certaines actions pour ce travail-là. Mais voilà, on est confronté à la difficulté du monde coutumier. Comme monsieur le procureur avait dit tout à l'heure, voilà, on a le patriarcat qui chapeaute un peu le monde coutumier. Mais voilà, pour nous, c'est un peu dur de faire prendre conscience à
nos chefs, à nos responsables coutumiers. Tout ce travail-là enfin, selon les remontées des représentants de nos mamans, tout ça. Ils nous rapportent que voilà, on est dans un contexte qui est un peu difficile. Maintenant, les hommes ne font plus la part des choses. Nous, dans le monde coutumier, mais les femmes, c'est la complémentarité de l'homme. Mais actuellement, voilà, ça y est. Nos gens à nous, nos jeunes, voilà, ils sont plus dans cet esprit-là de complémentarité. Puis voilà le contexte où on est maintenant, là, au Sénat coutumier, voilà. On met en place des espaces de discussion, des espaces de réflexion pour participer à ce travail-là, parce que pour nous, nos femmes qui travaillent en Pointe-Noire puis aux îles, ils disent que pour eux, c'est la triple sanction. Enfin, ils appellent ça comme ça. Ils disent que c'est une triple sanction pour eux. Parce que déjà, ce sont des femmes. Après, elles sont noires. Et puis, troisième peine, là, elles n'ont pas d'éducation. C'est pour ça qu'elles n'osent pas. Tout à l'heure, j'ai entendu dire qu'il y a des femmes qui n'osent pas porter plainte parce que ça devient plus difficile pour eux de prendre ce chemin-là, même de dénonciation. Elles vont se confronter à la structure familiale où elles sont, la tribu. Puis j'ai entendu tout à l'heure que voilà, c'est une autre peine là, que voilà, dès qu'ils viennent du nord ou des îles, là, ils n'ont pas de place ici dans les structures. Et je trouve que c'est un peu dommage sur ça là. Puis voilà, on prend en compte le travail, on entend ce que les femmes disent là, puis voilà, c'est le monde qui change. Dans le monde coutumier aussi, ça change. Puis voilà, toute la difficulté du travail. Mais voilà, on est là pour se soutenir. Monsieur le procureur a dit tout à l'heure que voilà, il y a un travail qui est mené pour les auteurs aussi. Nous, on pense que c'est sur ça là qu'il faut travailler. Faire un travail sur les auteurs. Un travail pluridisciplinaire, ça. Un travail pluridisciplinaire. Parce que si les hommes passent à l'acte, on pense qu'il y a quelque chose derrière qu'il faut voir, quoi, pour qu'il n'y ait pas récidive ou tout ça. Voilà, on est en réflexion sur ça, mais voilà, en tout cas, on remercie les organisateurs de ce séminaire parce que voilà, c'est un réel besoin. Voilà, merci. Eh bien, merci, monsieur le sénateur. Et puis, nous allons conclure cette table ronde donc, sur l'échange avec le public rapidement, qui se fera suite aux propos d'Émile pour conclure le séminaire. Donc, les questions. Donc, on a 2 micromans. Je sais que tout le monde a faim, mais je vais quand même poser ma question. En termes de politique publique, ça fait quand même quelques années qu'on travaille sur les problématiques de récidive. Est-ce qu'on a des chiffres, une évaluation sur le taux de récidive, si c'est plutôt bien, pas bien? Parce que c'est vrai qu'en termes de politique publique, on n'est pas toujours très bon en évaluation, mais c'est intéressant de savoir pour pouvoir corriger, justement. Non? Il y a des choses? Pour l'administration pénitentiaire, je peux répondre. On aimerait avoir des études plus poussées, plus concrètes sur le taux de récidive.
on manque cruellement de recherche en la matière. Et du coup, ce qui nous freine sur les évolutions métiers également, autant on se base sur des recherches internationales, autant on aurait besoin vraiment de recherches spécifiques au niveau France et je dirais même au niveau Calédonie. Et là, je lance un appel du pied à l'université. Je crois que Monsieur Lecomte, qui est le directeur fonctionnel du SPIP, avait contacté l'université à ce sujet et on est très très demandeur d'une étude locale, territoriale, sur divers sujets, mais notamment sur celui de chiffres concrets en matière de récidive. En tout cas, nous, si l'université est partante, ce serait un plaisir de travailler avec l'université sur cette question. Parce qu'on en a besoin pour affiner nos prises en charge également. Ma question s'adressait à la Nouvelle-Calédonie. Alors, par rapport à ça, effectivement, le travail qui nous a été demandé, nous on arrive en bout de chaîne du plan territorial de sécurité et de prévention de la délinquance, alors je ne vais pas me défausser, mais juste dire qu'effectivement, j'irai même plus loin que ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, il y a un impensé très clairement au niveau des politiques publiques en matière de suivi et d'évaluation des politiques publiques. Et ça, c'est très clair par rapport aux chiffres, mais également par rapport aux indicateurs qui doivent être placés en amont, pendant et après une action. Et c'est vrai qu'on se retrouve un petit peu en bout, finalement, de différents plans, alors que ça soit le PTSPD, mais d'autres plans, comme le plan d'Ocamo ou d'autres, eh bien, on se situe face à une nécessité de devoir rendre des comptes sans avoir les éléments qui nous permettent de rendre des comptes. Et c'est vrai que, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, l'objectif du PTSPD, c'était tout simplement de faire réduire la délinquance. Et alors, pour pouvoir tisser un lien entre l'action du plan et la baisse de la délinquance, enfin déjà, qu'est-ce qu'on appelle baisse de la délinquance ? Bon, il y a plusieurs faits qui la caractérisent, et on est incapable aujourd'hui de répondre à cette question. Donc quand on nous demande de faire une évaluation de politique publique, c'est souvent constater aujourd'hui cette situation où on est finalement assez démuni par rapport à cette question du suivi et de l'évaluation. Et moi également, j'appelle de mes voeux le plus sincère, étant scientifique de formation et géographe, de pouvoir tisser des relations avec l'université sur ces questions-là pour avoir des indicateurs tangibles à apporter face à l'efficience de nos politiques publiques. Parce que oui, dans cette situation où on est avec de moins en moins de moyens, il faut pouvoir rendre nos politiques de plus en plus efficaces. Donc je vous rejoins et j'aspire aussi à ce changement. Merci à vous. Oui, merci. J'ai une petite remarque à faire pour la Fédération de la justice restaurative et une question à poser à monsieur le sénateur Coutumier. Concernant la Fédération de la justice restaurative, je me permets de rappeler que le barreau, sauf erreur de ma part, il n'y a eu aucune rencontre restaurative qui a jamais été organisée sur le territoire. Il y a eu une médiation restaurative qui est organisée, mais aucune rencontre restaurative. Et le barreau a proposé de participer pour trouver des auteurs et des victimes. Donc j'ai proposé ça il y a déjà plusieurs mois, j'ai jamais eu de réponse. Donc si vous voulez l'organiser, le barreau est à votre disposition. Oui, je vais répondre du coup. Merci du coup Madame Chatin. Oui, effectivement, il y a eu l'organisation de 2 médiations restauratives qui ont abouti, qui sont allées jusqu'au bout du processus. Une médiation restaurative qui a été interrompue. Et effectivement, pour rebondir sur le dispositif de rencontre détenus victimes, c'est de cela dont vous parlez. Ouais. Donc en milieu carcéral, ça effectivement, on est vraiment preneur. Donc merci de votre collaboration. J'ai mes collègues, excusez-moi, j'interviens en double casquette, du coup je travaille pour le service pénitentiaire d'insertion et probation, mais du coup j'ai des collègues qui sont aussi membres de la justice restaurative et qui travaillent en milieu carcéral, qui sont en train effectivement de rencontrer des auteurs volontaires, parce qu'on a déjà eu des orientations, et effectivement on a les référents les référents de la justice restaurative qui sont là effectivement pour commencer les entretiens. Mais bien sûr qu'on est preneur de votre collaboration, ce sera vraiment avec grand plaisir. Et je me souviens aussi parce qu'on avait fait une présentation et vous aviez été extrêmement intéressés. Vous avez montré tout votre intérêt et merci pour ça. Donc oui, si vous voulez, on peut se voir après pour poursuivre les échanges et concrétiser
ces rencontres-là, et puis évaluer la faisabilité des rencontres. Voilà. Pour compléter, parce que du coup, effectivement, le projet de rencontre, il est prévu qu'il soit mené au centre pénitentiaire de Nouméa. Donc là, je prends ma casquette de directrice de l'antenne milieu fermé au SPIP. Le projet, il est sur les rails. Néanmoins, la préparation, elle prend énormément de temps. Je sais qu'il y a votre contact et qu'on fera appel à vous. Là, les premières étapes qui sont lancées pour les rencontres, c'est de réussir à trouver un panel d'auteurs qui puisse correspondre au dispositif. Et la deuxième étape, c'est de déterminer le type d'infraction qui fera l'objet de ces rencontres. Dès que ces deux critères-là seront remplis, donc les rencontres, je crois qu'elles sont en cours avec une partie des auteurs pour voir si c'est faisable ou pas. Dès que ces deux phases-là sont remplies, on fera appel et aux associations qui accompagnent les victimes et au barreau pour rechercher des victimes qui seraient victimes dans le même type d'infraction, pour là pouvoir constituer concrètement le groupe avec lequel on pourra faire la préparation, qui est très longue en amont des éventuelles rencontres à l'issue. Et on a aussi un écueil, c'est qu'il fallait reformer ou compléter la formation des professionnels qui assureront tout ce dispositif. Et on a une nouvelle formation qui va être dispensée par le SPIP à destination des personnels du SPIP, mais aussi à destination des bénévoles ou des intervenants de la fédération, qui va avoir lieu fin novembre. Donc fin novembre, on a un complément de formation sur la thématique de la justice restaurative. D'ici là, je pense que la thématique, elle sera définie et les auteurs auront pu déjà être à peu près ciblés. Même si, avec l'évolution du temps et les mois qui passent, il faut aussi prendre en compte la situation pénale qui évolue vite. Mais en tout cas, dès qu'on a connaissance, dès que la fédération aura déterminé les deux premiers critères, sans faute, on reviendra vers le barreau. En tout cas, moi, j'ai entendu à une réunion que c'était bien noté votre contact. Et les associations de victimes également, si elles peuvent repérer d'éventuelles victimes dont le profil correspondrait à ce dispositif pour que ce soit lancé, on espère, début 2024. D'accord, très bien, je vous remercie. Et donc voilà, j'ai aussi une petite question pour Monsieur le sénateur Coutumier. Vous avez entendu tout à l'heure qu'on devrait mettre en place maintenant dans les mois qui viennent le principe de l'éviction de l'auteur de violence de son domicile. Et je sais que ça a mis beaucoup de temps à parvenir en Nouvelle-Calédonie parce que c'est très compliqué dans le milieu coutumier. La femme arrive dans une tribu et donc elle n'est pas chez elle. Comment est-ce que vous travaillez là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Est-ce que le Sénat va pousser pour que ça puisse se faire et que effectivement le conjoint violent soit de façon provisoire sorti du domicile et que la femme et les enfants puissent rester accueillis dans la tribu dans laquelle ils sont? Merci pour la question. Je crois que ça a été traité l'année dernière avec il y a une loi on est venu nous voir au Sénat là, pour parler de ça, l'éviction du conjoint violent. C'est très très difficile. Les coutumiers sont très partagés sur cette décision-là parce que dans le monde coutumier, c'est l'homme le gardien de l'espace, de tout, etc. Puis le sortir de ce cadre-là peut se faire, mais dans le cadre coutumier, dans la justice, de la justice tribale, décidée par les autres clans, pas par la justice extérieure. C'est ça qu'on voulait faire remonter à ceux qui décident les lois, mais faire ce travail-là, mais prendre en compte les coutumiers, parce que c'est dans leur espace que ça se passe. Puis voilà, quand on impose quelque chose qui ne rentre pas dans le cadre du milieu là, mais voilà, ça dur à rentrer dans les pensées, comme disait Mme Louis-Pac tout à l'heure.
à la tribu, là, on a déjà une organisation, on a déjà une justice, tout ça. Puis l'éviction peut se faire, mais seulement par le conseil des clans ou le chef ou tout ça. Là. C'est pour ça que l'année dernière, je crois que c'est Calédonie Ensemble qui est venu nous voir au Sénat là, par rapport à ce texte-là qui est au Congrès, l'éviction. Puis on a donné notre avis, puis je ne sais plus si c'est passé, c'est là. Voilà, c'est dur, mais si la justice peut, sur ce travail-là, prendre en compte les particularités de nos tribus, parce que pour que ça passe, pour que ça soit pris en compte, sinon là, ben voilà, ça sera jamais pris en compte comme le coutumier, voilà, sont comme elles sont, puis voilà. Par rapport à ça, j'ai une question aussi pour monsieur le procureur. C'était comment sont pris en compte les assesseurs coutumiers ou les coutumiers en général dans les traitements judiciaires des violences interfamiliales. Mais je ne sais pas si je vous ai répondu là, mais voilà. Merci. Alors, deux remarques par rapport à la question de Maître Chatin. Il est clair que si le parquet obtient une mesure de contrôle judiciaire d'éviction d'un auteur vivant en tribu, cette mesure sera exécutée. Et bien évidemment, cette mesure d'éviction sera effective. Hein. Et le but, c'est effectivement de... j'allais dire, développer cette mesure de manière égalitaire, quelles que soient les communautés. La justice agit partout sur le territoire. Hein, on l'a déjà démontré, notamment à Marais, hein, par rapport à des violences et des destructions par incendie sur l'île de Marais, visant certains responsables coutumiers. Donc voilà, il y a des mises en examen sur ce dossier, mais les mesures judiciaires sont passées et elles passent quelle que soit l'origine ou quelle que soit l'appartenance à telle ou telle communauté. C'était vraiment une première remarque. Deuxième remarque, il est clair que les autorités coutumières doivent contribuer à d'abord dénoncer ces faits de violence conjugale en milieu tribal et voilà, apporter un positionnement clair sur ces faits. Et nous comptons effectivement aussi sur un certain nombre de mesures d'aménagement lorsque la victime ne demande pas de mesures particulières ou se montre effectivement peu intéressé par la procédure. En tout cas, il est très important que des mesures de protection, en tout cas à minima, puissent être menées aussi, si la justice ne décide pas une éviction de l'auteur, puissent être menées aussi au profit de la victime dans sa tribu. Hein. Donc, effectivement, c'est un travail qu'on a, une réflexion qui est en cours avec certains grands chefs. Il faut une évolution avec au moins un dispositif, une modalité de protection de la victime. Alors, dans certains cas, je tiens à le dire, hein, c'est fait jusqu'à ce qu'on récupère la personne pour la garde à vue. Hein. Il y a eu, sur certaines procédures, certaines mesures de protection, j'allais dire, dans les heures qui ont suivi la dénonciation des faits, donc assurées par les autorités coutumières. Mais il faut que l'on mette en place cette modalité, hein, de manière à l'institutionnaliser. Hein. Donc tout ça, bien évidemment, hors décision d'éviction du conjoint. Bonjour à tous, donc je me présente, je suis Astrid Gopouéa, chef de service des droits et de la protection des femmes aux provinces Nord, au sein de notre nouvelle direction, la DDHI.
Donc c'est juste pour parce que remercier déjà l'université de nous avoir invités. Donc à plusieurs occasions, on a l'occasion de venir à des séminaires qui sont organisés ici sur Nouméa, où souvent donc on prend des informations, on les emmène en province nord, mais on souhaitait aussi dire qu'on a des expériences aussi que l'on fait aussi dans nos territoires respectifs, justement pour s'adapter aux différentes situations que l'on a et s'adapter aussi à la situation où de plus en plus les femmes victimes de violences, on ne peut plus forcément les envoyer ici sur Nouméa pour trouver des solutions ici, parce qu'on n'a plus de capacité d'accueil comme on avait auparavant. Donc de plus en plus on travaille pour essayer de trouver des solutions d'accompagnement, d'insertion des femmes sur nos territoires respectifs, parce que déjà c'est créer de la rupture, une deuxième rupture avec les familles. Vous disiez bien tout à l'heure que on a des territoires qui sont assez différents. Nous, là-haut, on a des tribus très éloignées. Donc les éloigner en les emmenant sur Nouméa, c'est doublement les éloigner de leur milieu de vie. Donc de plus en plus, on essaie de travailler avec les acteurs de terrain, qui sont les associations, les coutumiers, et parce que voilà, on a des particularités comme aux îles où nos publics, la plupart sont des ressortissants des tribus. Donc on a une proximité avec le tribunal, on a une proximité entre nous déjà en interne. On travaille beaucoup la transversalité en interne aux institutions. On ne travaille plus tout seul. C'est déjà un décloisonnement en interne à nos directions respectives, que ce soit le social, la santé et que ce soit le juridique. On fait aussi des permanences juridiques par commune, du conseil juridique, pour aller vraiment auprès de la population, parce que s'il y a bien de la sensibilisation à faire, c'est auprès c'est cette proximité-là qui a été soulignée par les premiers acteurs. Donc c'est tout ce travail-là que l'on essaye de faire dans nos provinces respectives, et parce que il y a un travail de sensibilisation à faire. Et nous, on voit en province nord, la plupart des victimes, ils vont pas forcément jusqu'à porter plainte. Donc il y a déjà une médiation à faire avec les auteurs et les femmes victimes de violences, parce qu'elles ne veulent pas porter plainte, elles veulent pas forcément quitter leur domicile. Mais en général, ce que l'on fait, c'est essayer de leur emmener un minimum de conseils juridiques pour que si elles retournent auprès des auteurs ou des concubins, elles ont au moins tous les éléments juridiques nécessaires pour pouvoir se défendre là où elles sont, et au moins les connaître leurs droits. Donc c'est des réalités que l'on a chez nous et que voilà, on souhaitait faire partager ici, pour dire qu'il y a tout un travail à faire sur la sensibilisation, un travail à faire avec tous les acteurs locaux. J'ai vu que la commune, elle est là, la commune de Koumak. Ils peuvent le témoigner. Par exemple, on travaille avec les CLSPD dans les communes lorsque c'est pas avec les coutumiers. Et les référents des CLSPD dans les communes deviennent aussi des partenaires incontournables en termes de médiation et puis de travail de proximité auprès de la famille de l'auteur, auprès de la famille de la victime, pour trouver de la médiation lorsque on peut le trouver. Voilà, merci. Eh bien, c'était la dernière question, avant d'entamer donc les propos de synthèse présentés par Émile Thiao. Merci encore aux intervenants de ma table ronde, et puis nous allons laisser la parole à Émile pour conclure la programmation du séminaire. Merci. Donc bonjour à tous, je m'appelle Emeline Thiao. Donc comme l'a rappelé le procureur, je suis chargée de mission vif au parquet. Et je suis également doctorante en matière de violence intrafamiliale à l'UNC. Donc là, je vais vous parler plutôt sous ma casquette de doctorante. Donc comme il a été évoqué précédemment, la Nouvelle-Calédonie détient le plus fort taux en matière de violence intrafamiliale des pays francophones. Donc avec une forte dimension patriarcale de la société et beaucoup une prépondérance des addictions. En 2020, les chiffres recensant les coups et blessures volontaires intrafamiliales étaient 2,5 fois supérieurs à la moyenne nationale. Raison pour laquelle de nombreux dispositifs ont été mis en place donc, par les Grenelles
sur le territoire. Et pour cela, comme le rappelle la Convention d'Istanbul sur la lutte contre les violences conjugales, la prévention, la répression des violences, de même que la prise en charge des victimes et le traitement des auteurs reposent sur un large éventail de personnalités, donc d'acteurs institutionnels et associatifs. Nous avons pu voir aujourd'hui qu'il n'existe pas d'ordre prédéterminé dans les interventions de ces acteurs et que chacun peut jouer un rôle important dans les différents aspects de la lutte contre les violences, donc notamment dans l'identification des victimes, l'accompagnement dans les démarches, le dépôt de plainte, les investigations, les enquêtes, la protection, mais aussi dans le suivi des auteurs. Donc je vais être très très brève parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Donc pour clôturer la matinée d'échange, je pense qu'on peut tous affirmer que l'efficacité globale de la lutte contre les violences conjugales en Nouvelle-Calédonie découle de la bonne coordination et coopération de tous les professionnels concernés. Chaque professionnel confronté à une problématique de violence conjugale développe face à la victime une stratégie propre aux obligations et prérogatives qui sont à sa charge. Le partenariat permet également, outre l'identification de la victime, l'identification des problématiques de violence, de prendre en charge de manière plus efficace tantôt les auteurs, tantôt les victimes et les co-victimes. Donc on ne peut remercier que tous les partenaires présents aujourd'hui pour cette lutte cohésionnée, chacun apportant sa pierre à l'édifice de la lutte contre les violences intrafamiliales. Et je vais clôturer, voilà, très rapidement. C'est tout. Merci à tous.